Il y avait une volonté de Philippe quand il m'a proposé de collaborer. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire ensemble au tout départ, mais il avait des idées, il arrivait avec des idées, notamment l'idée du conte, d'un environnement proche des fables. Et moi j'avais des idées aussi de transhumanisme, de génétique, dans une d'une forêt génétique en fait. Vraiment avec des arbres qui poussent plus vite, une exploitation. Voilà, donc en fait on a regroupé nos idées, puis après j'ai fait un peu l'assemblage dans mon petit coin, et puis après pendant tout le bouquin on a sans arrêt échangé, parce qu'il a fallu faire les designs, trouver je dirais la ligne directrice du visuel du projet. Donc voilà, c'était plutôt un échange permanent, et voilà. Oui, j'ai pu avoir du temps avant de rentrer vraiment dans la réalisation des pages pour faire des recherches graphiques, différentes illustrations pour essayer de définir l'univers global, des recherches assez libres sur des personnages qui me venaient comme ça visuellement, et que Fred derrière, certains, il prenait, il intégrait à l'histoire, il leur donnait un nom, une fonction. Donc il y a eu effectivement un peu cet échange-là. On s'amuse surtout. Mais on part pas de rien, c'est-à-dire que moi c'est pas mon premier album. Philippe n'a pas fait énormément de bandes dessinées, mais il dessine depuis très longtemps, notamment pour l'audiovisuel et des choses comme ça. Donc on avait quand même un acquis tous les deux, on parlait le même langage en fait, hein, voilà. Et donc comment on fait, on échange, on regarde, et puis moi j'ai toujours une grande confiance en le dessinateur. J'ai l'habitude de travailler avec des dessinateurs et des designers, des choses comme ça, de travailler dans des projets où il y a vraiment une recherche d'image et non pas juste mettre une aventure avec des dialogues et puis des beaux dessins, quoi. Donc c'est ça, on s'est beaucoup interrogé au tout départ sur même vraiment la forme. Après moi c'est toujours le dessinateur qui a le dernier mot là-dessus, voilà. Il faut qu'il se sente à l'aise. Effectivement, le temps que j'intègre le terme world building, effectivement, c'était l'enjeu de créer un univers, et c'était peut-être la première fois que je partais de zéro, ou en tout cas d'un univers non existant, pour travailler. Donc au début, on ne sait pas trop où on va, on a quelques pistes qu'on explore sous forme d'illustration, que j'essayais assez abouti, parce que en même temps que j'essayais de définir l'univers, j'essayais de définir aussi une écriture graphique qui diffère un petit peu de ce que j'ai fait auparavant. Donc ça me permettait, en faisant une illustration aboutie, de travailler les deux plans, et l'univers et le style graphique. Et petit à petit, c'est des briques qu'on met l'une à côté de l'autre, qui au bout d'un moment vont faire une structure suffisamment cohérente. Et là on se dit ça y est, on a la bulle de cet univers-là. Maintenant tout ce qui va arriver, on sait si ça a sa place ou pas sa place. Mais jusqu'à faire cette première construction, on est incertain. On se pose beaucoup de questions, il ne faut pas trop s'en poser, il faut continuer à faire des images et voir ce qui arrive en fait. On prend l'inattendu, comme les vélos par exemple. À un moment j'ai eu cette idée de mettre un destrier à vélo, et ça a parlé à Fred, et voilà, c'est rentré dans l'histoire, dans la bulle. Bon, il y a 1000 réponses possibles. Pour moi, la principale, que ce soit dans mes séries des années 90, Karen McCallum, Travis, ou actuellement Renaissance, ce que j'essaie de trouver avec la science-fiction, c'est une distance qui facilite l'énoncé en fait des problèmes. Quand on est peut-être trop réaliste, on peut repousser les gens, et les gens n'ont pas forcément envie de voir la réalité toujours, parce qu'à travers un petit filtre qu'est la science-fiction, qui est le décalage temporel, on peut dire des vérités, mais ça c'est le théâtre a inventé ça sous l'Antiquité en fait. Voilà, donc c'est un procédé naturel de trouver la bonne distance, la bonne grille pour raconter une histoire. Donc c'est vrai que ce soit dans Renaissance ou dans Neo Forest, on raconte pas forcément des choses très optimistes. Dans Neo Forest, c'est peut-être même un petit peu plus noir, puisque on voit l'humanité reprendre des schémas destructeurs finalement.
et ne pas avoir tiré toutes les leçons d'un probable grand désastre qu'on n'a pas décrit d'ailleurs. On est vraiment dans du post-apocalyptique en fait. Et donc voilà, et là, pour moi la SF, ça reste quand même le meilleur vecteur pour parler du présent en fait. Parce que moi je suis historien, donc j'ai du mal à travers un récit historique à ramener du présent. C'est toujours un peu anachronique, je trouve. Alors on peut le faire, on peut beaucoup s'amuser, mais c'est vrai que quand on lit une BD historique, il faut toujours être conscient que les auteurs parlent un peu d'eux-mêmes et du présent. En SF, c'est vraiment une démarche, on a ce droit. Là, pour Neo Forest, il y a eu quelque chose en plus, c'est le conte, c'est-à-dire il était une fois, qui nous donne une petite marge en plus. Une petite marge qui peut nous permettre de ne pas tout justifier, d'être à la frontière de l'onirique et du récit classique. Voilà, donc tout ça, pour moi, c'était aussi une volonté de ne pas refaire toujours le même type de scénario. Déjà, avec Renaissance, j'avais cassé beaucoup de codes, parce qu'il n'y a quasiment pas d'action dans Renaissance, en fait. Tout tient à travers le suspense sur les personnages, et sur quoi... derrière quoi il court finalement. Mais donc on n'est plus dans les actions à la Carmen ou à la Travis, mais avec Neo Forest, c'est encore un pas de plus vers un récit qui se détache complètement du récit de genre, ou voilà, la fable, c'est pas un genre, c'est vraiment un motus operandi, comme on dit. Voilà. Bah là, c'est ma façon de travailler, c'est ce que je viens d'expliquer finalement, où dans ce rapport-là de l'histoire, parce qu'il y en a d'autres, là c'est clairement ma génération, donc Grimm, avec un peu d'expérience, un peu, pas forcément négatif, mais un peu boomer quand même, et puis la jeune génération qui est celle de mes enfants finalement, et qui là a pris vraiment une conscience écologique que ma génération n'a pas prise du tout. Nous, on voyait les écolos quand j'étais gamin dans les années 70-80, c'était un peu des babacools pour nous, enfin on les présentait comme des babacools, des rêveurs. Aujourd'hui, le discours, alors pas forcément des écolos politiques, mais de l'écologie en général, il touche vraiment les jeunes, parce qu'ils se sont rendus compte que là, ça allait quand même vraiment réchauffer et vraiment créer des problèmes humanitaires terribles. Voilà. Donc là, c'est un dialogue que moi je m'amuse aussi à mettre en roman pour voilà, évacuer des choses ou me servir de mon expérience. Voilà, c'est un rapport plutôt rigolo. Et je sais qu'il y a une phrase, on m'interroge souvent dessus quand on dit, il y a un personnage quand Grimm dit « Oh mais les gosses de riches, ils s'intéressent 5 minutes aux choses et puis ils reviennent au bercail ». Bah, évidemment, c'est une immense provocation cette phrase, mais c'est une phrase typique d'une personne qui n'a pas envie de voir toute la vérité. C'est des outils numériques, donc sur écran tablette. Depuis longtemps, je travaille sur cet instrument-là pour le dessin et la couleur. Même les crayonnés sont faits dessus. C'est un instrument qui me convient très bien par la maîtrise possible de son trait, le retravail possible, et en même temps la liberté. On peut lâcher son trait, sa gestuelle, parce que on a aussi cette possibilité de le reprendre le trait facilement. Donc ça permet un dessin assez lâché et maîtrisé en même temps. Voilà, c'est deux aspects dans le dessin qui me séduisent beaucoup. Une sorte de maîtrise graphique, parce que je suis dans une représentation relativement réaliste, mais en même temps une sorte de décontraction du trait, essayer de faire passer la nervosité de sa main, quoi, dans le trait. Il faut, comme toute chose, pour moi, me nourrir de documentation, de ce que je vois quand je me balade et que je cours dans le bois de Vincennes, par exemple. Je regarde depuis cette série beaucoup plus précisément les arbres, comment le lierre va se développer sur l'écorce. Mais pour toute chose, j'ai besoin de me nourrir de documentation. Et au contraire, dessiner la forêt, c'est plutôt reposant. Les formes naturelles, une fois qu'on a compris comment elles s'organisent,
On est très libre dans le dessin, beaucoup plus que dans une perspective urbaine. Donc j'avais aussi envie d'un décor pareil après des albums de SF beaucoup plus techniques. J'avais envie de ça, j'avais envie de m'aérer dans mon dessin. Alors le tome 2 au niveau de la construction, il est fini. J'ai commencé tranquillement à le découper, j'ai dû avoir une petite quinzaine de planches décrites, puis Philippe a déjà fait quelques storyboards, quelques planches, voilà, on y va tranquillement, c'est un projet en deux parties, donc on n'est pas en train d'installer une série sur 20 bouquins, on prend notre temps, on veut faire le mieux possible, et puis voilà, là on va aussi défendre ce tome 1 quand même chez les libraires, dans quelques festivals, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est très très difficile. On a d'excellents retours de lecture pour l'instant des journalistes, etc. Mais il faut que les libraires nous défendent, il faut que les lecteurs soient là, soient au rendez-vous. Et ça, c'est devenu un travail presque à mi-temps. Hein. Voilà. Donc le tome 2 avance, mais c'est pas l'objectif principal de se dire il faut l'avoir dans 6 mois, dans 1 an, on verra. Voilà. Merci.